Qui peut se passer d'électricité dans le monde d'aujourd'hui? Qui peut vivre, travailler et se nourrir sans brancher une prise ou appuyer sur un bouton? À chaque seconde, des milliards d'électrons circulent entre nous. Ils transportent nos voix, nos corps, nos données. Ils nous réchauffent, nous protègent et nous soignent. Mais alors que l'électricité est devenue une énergie vitale, très peu savent vraiment d'où vient ce courant et pourquoi un jour, il se pourrait que la lumière s'éteigne. Si le miracle électrique se réalise chaque jour, c'est grâce à ce site stratégique situé en banlieue parisienne. Il abrite le centre de dispatching national de RTE, le réseau de transport d'électricité. Toutes les centrales électriques de France sont reliées à ce site qui gère l'équilibre du réseau français. Alors nous sommes dans le dispatching national de RTE, c'est en fait le centre de contrôle national qui va piloter et surveiller l'équilibre entre l'offre et la production d'électricité en France et qui va aussi piloter et surveiller les flux d'électricité sur le réseau à 400 000 volts, c'est-à-dire les autoroutes de l'électricité qui, on le voit sur la carte derrière moi, se répartissent sur l'ensemble du territoire et sont même interconnectés aux pays voisins, que ce soit la Belgique, l'Allemagne ou la Suisse, pour ne citer que ces trois-là. C'est un geste finalement simple que d'appuyer sur son interrupteur ou sa machine à café ou son lave-vaisselle ou de faire démarrer une machine dans une industrie. Mais à chaque instant, peuvent se produire des aléas sur un système électrique, ne serait-ce que par le comportement des consommateurs. Les consommateurs vont peut-être consommer plus ou consommer moins que ce qui était prévu. Donc cette consommation en moins ou en plus va nécessiter une action d'équilibrage sur la production. Donc on va devoir, en fonction, donc soit baisser, soit augmenter de la production. Donc ça, c'est un rôle fondamental parce que c'est un rôle qui permet d'assurer la sécurité de fonctionnement du système électrique français, et quelque part la sécurité d'approvisionnement et l'alimentation de l'ensemble des consommateurs français. RTE s'assure de l'équilibre entre les prévisions de production et de consommation d'électricité et ajuste la production en cas de déséquilibre. RTE gère aussi plus de 100 000 km de lignes à haute et très haute tension qui relient les sites de production aux consommateurs. Vous savez, le système électrique, c'est un système extraordinairement fragile. Nous n'avons pas beaucoup de blackout en France, mais il y a des pays où il y a beaucoup de blackout. C'est un système fragile où il faut en permanence que la production suive la consommation. Or, la consommation bouge en permanence et la production peut bouger aussi parce qu'il y a des ouvrages qui baissent, qui montent, etc. Donc, c'est un système fragile. Si à un moment donné, la production ne peut plus suivre la consommation, si on ne déleste pas une partie du pays, eh ben c'est tout le système qui s'effondre. C'est un château de cartes. Certains jours, à certaines heures, tout marche en même temps. La demande d'électricité peut dépasser l'offre. Et alors, pour que ça n'arrive pas, de 9h à 11h et de 18h à 20h, évitez d'utiliser les appareils électriques qui ne sont pas indispensables à ces moments-là. En électricité aussi, il y a des heures de pointe. Évitez-les. C'est un conseil d'Électricité de France. Le système électrique, c'est vraiment un système qui est très complexe, beaucoup plus que ce dont on peut avoir l'intuition, parce qu'il faut donc en temps réel, la somme de toute la production sur la plaque Europe soit égale à la consommation. Et s'il y a le moindre déséquilibre, c'est pas juste quelques consommateurs qui vont pas être fournis, c'est l'ensemble du système qui peut s'effondrer. La production hydroélectrique, et en particulier celle des barrages et des grands barrages, elle est utilisée parfois en base pour alimenter la consommation, mais souvent pour accompagner les variations de la consommation que l'on observe au cours d'une journée et accompagner des variations rapides dans un sens ou dans un autre de cette consommation. Elle peut être aussi utilisée très rapidement pour compenser un aléa qui s'est produit par exemple sur un autre moyen de production. Un moyen de production comme une centrale nucléaire ou comme une centrale thermique venait être indisponible, eh bien, comme on va devoir compenser, peut-être que le barrage électrique qui est disponible et qui est à l'arrêt, c'est lui qui sera appelé parce qu'en quelques minutes, il va venir résoudre ce déséquilibre.
Le problème de l'électricité est que la demande fluctue beaucoup d'une heure, d'un quart d'heure même à un autre, et qu'il faut être capable de répondre à une augmentation de la demande ou au contraire à une baisse de la demande. Et l'électricité hydraulique se prête très bien à cela. On ouvre une turbine, un robinet, et puis l'eau se précipite dans les turbines et produit de l'électricité en quelques secondes, en quelques minutes. Ça a un rôle crucial parce que c'est une production qui est très flexible, c'est-à-dire que ça peut démarrer très vite et s'arrêter très vite. Et c'est relativement rare les moyens qui sont capables de faire ça. Mais en plus, ça permet de stocker sur toute une année. Ce qui est extrêmement important pour une consommation donc, qui varie entre l'hiver et l'été. Plus de 400 grands barrages soutiennent la production électrique française. Le barrage hydroélectrique demeure le seul moyen de production à pouvoir fournir une énorme quantité d'énergie sur ordre du dispatching de RTE. Il leur suffit d'ouvrir les vannes pour produire immédiatement les millions de mégawatts qui vont équilibrer le réseau et éviter les blackouts. C'est en Isère que se trouve la plus puissante centrale hydroélectrique de France. Sa particularité est de fonctionner avec 2 lacs de retenue situés l'un en dessous de l'autre et fonctionnant ensemble. C'est une très puissante centrale hydroélectrique puisque sa puissance c'est 1800 MW, l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. La France en a 58. Et elle a l'avantage en plus d'être une station de pompage. C'est-à-dire que l'eau qui est retenue dans un barrage à Grand-Maison, 1000 mètres au-dessus d'ici, elle peut à la fois être turbinée vers le bas, et puis, comme il faut toujours que la consommation et la production soient au même niveau, quand les gens consomment moins et qu'il y a de la surproduction en France, on peut reprendre l'eau du lac d'en bas et la repomper vers le haut. Pourquoi 2 retenues à des altitudes différentes? Lorsque la demande d'électricité est importante, les eaux de la retenue de Grand-Maison descendent vers les 2 usines où, turbinées, elles livrent de l'électricité de grande valeur au réseau français. Par contre, en période de faible consommation, lorsque des quantités importantes de courant sont disponibles, les eaux de la cuvette du Vernet sont pompées par les groupes reversibles de l'usine souterraine pour être remontées dans la retenue de Grand-Maison qui se remplit à nouveau. Si on voulait remplacer une usine de ce style-là par une batterie chimique, que Tesla pourrait nous fabriquer peut-être, à mon avis, de cette puissance-là, c'est pas possible. Ça prendrait plusieurs hectares d'empreintes au sol et plusieurs dizaines d'étages de haut. De produits chimiques rares, merdiques et pas très écologiques. Donc aujourd'hui, le bilan qu'il faut faire du stockage de l'électricité dans le monde, c'est que 99% de l'électricité est stockée sous forme d'eau dans des grands barrages comme celui-ci. On ne peut pas stocker de l'électricité en très grande quantité. On ne sait pas faire. On trouvera peut-être. Il y a des chercheurs qui consacrent beaucoup de temps et d'argent à chercher, mais pour le moment, et depuis un siècle ou deux, qui cherchent, ils n'ont pas trouvé encore. Le seul mode de stockage que l'on a trouvé, à une échelle importante, c'est justement les barrages. Donc, l'électricité des barrages a un rôle d'ajustement de l'offre à la demande, c'est-à-dire une contribution à l'ensemble du système électrique. On parlait tout à l'heure de l'équivalence avec 2 réacteurs nucléaires. 2 réacteurs nucléaires, ça démarre très lentement, pas avec des paliers comme les plongeurs, quoi. Ça démarre, t'appuies sur un bouton et ça démarre. Lorsque notre consommation électrique baisse, il est difficile d'arrêter un réacteur nucléaire d'une heure sur l'autre. Il faut pourtant maintenir l'équilibre sur le réseau entre consommation et production. Les stations de pompage, comme celle de Grand-Maison, vont donc utiliser ce surplus de courant pour remonter l'eau dans le premier lac. Elle sera alors disponible pour une prochaine pointe de consommation. L'objectif, c'est d'être capable de produire le plus d'électricité possible avec une quantité d'eau donnée. Et pour produire le plus d'électricité avec une quantité d'eau donnée, eh bien, il faut augmenter la hauteur de chute. C'est assez intéressant d'ailleurs d'un point de vue historique parce que toute la conquête en fait, de l'hydraulique, ça a été, dans les montagnes, ça a été de faire des chutes de plus en plus hautes. Plus la pression est élevée, plus on produit de courant, donc on a tout intérêt à essayer de faire les chutes les plus hautes possibles. C'est ce que les anciens ont toujours essayé de faire. Les montagnes de l'Isère attirent ainsi l'industrie de la chimie et du papier dès la fin du XIXe siècle.
Les ingénieurs profitent des hauteurs de chute pour alimenter ces industries, gourmandes en électricité. Face au charbon, la houille blanche des Alpes devient une source d'énergie nouvelle et compétitive. Une fois la turbine installée au pied d'une chute, l'énergie est gratuite et renouvelable. Les gens très vite ont compris l'avantage de l'hydroélectricité. On n'a pas à transporter la matière première. Les premières grandes usines électriques fonctionnaient au charbon. Donc il fallait importer du nord de la France ou d'autres bassins. Là, l'énergie, elle est produite sur place, elle n'est pas polluante, elle est renouvelable. Enfin bref, c'est l'énergie idéale. La France produisait beaucoup de charbon, c'était quand même l'énergie numéro 1. Et les patrons des charbonnages de France avaient intérêt à ce que le charbon continue à être l'énergie, le fournisseur d'énergie principal. Donc les patrons de l'époque n'avaient aucun intérêt au développement de l'hydroélectricité. C'est avec le Front populaire en 1936 que naît un plan pour équiper la France de grands barrages. C'est le plan des 3 milliards. Mais ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'il est vraiment mis en œuvre avec la création d'EDF. Mais coûte que coûte, le travail n'a pas eu de relâche. Un barrage, c'est un morceau de montagne qu'on prend ici pour le mettre là. Avec leurs bras, avec leurs machines, avec la dynamite, les hommes se sont mis à éventrer cette vieille terre, à lui arracher la pierre qui fera le béton de cette muraille, le barrage. C'est l'une des caractéristiques de ces barrages, c'est qu'ils produisent de l'électricité à un coût qui est presque nul. C'est de l'électricité qui est produite sans capital nouveau et sans main-d'œuvre nouvelle. C'est une caractéristique importante. Les investissements destinés à construire les barrages ont été faits il y a très longtemps. Et que donc c'est très rentable. Si on était un peu trivial, on dirait que les barrages hydrauliques, c'est une machine à cash. Ça produit l'électricité renouvelable la moins chère de France, donc la plus compétitive de France, parce que les coûts d'investissement, même s'il y a un certain nombre de travaux à faire, ont été amortis depuis très très longtemps. Et vous avez depuis des années un certain nombre de grands groupes européens privés de l'énergie qui guettent les barrages hydrauliques français en voulant faire main basse sur ce pactole. La plupart des barrages sont depuis leur construction gérés par EDF, à qui l'État a confié les concessions. Le statut public de l'entreprise la protégeait de la concurrence. Mais en 2004, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin transforme EDF en société anonyme. La mise en concurrence des concessions devient alors obligatoire. Les grandes multinationales de l'énergie se portent candidates à l'exploitation des barrages. Devant la complexité du dossier, les gouvernements successifs laissent EDF aux commandes et se contentent de promesses à l'Union européenne. Mais les autorités de la concurrence de l'Union s'en mêlent. Et en 2015, elles somment la France d'ouvrir les concessions à des opérateurs privés. La Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France, au titre donc du traité. Dans ce contexte, un changement est intervenu dans les dernières semaines, puisque les échanges récents avec la Commission européenne montrent que nous devrions arriver à un compromis et au retrait de la procédure d'infraction. Donc nous sommes rentrés depuis la semaine dernière dans une phase de discussion pour trouver le compromis. Élu président, Emmanuel Macron assure vouloir négocier avec Bruxelles, mais il propose en même temps la mise en concurrence des concessions de 150 barrages. Le compromis s'avère une trahison et au printemps 2019, les syndicats d'EDF occupent les barrages. La seule chose que je retiens, c'est
on respectera le droit européen. Voilà. À partir du moment où il a dit ça, on est dans le en même temps de Macron, c'est-à-dire c'est en même temps je te caresse de la main gauche, mais de la main droite je vais t'en foutre une. Voilà. Vous avez aimé l'épisode Vente de nos autoroutes? Vous suivez avec passion le suspense de la privatisation d'Aéroports de Paris? Vous allez adorer la vente de 150 de nos barrages hydroélectriques ou le dernier rebondissement de notre série hexagonale, La France vend ses joyaux. Bonjour monsieur. Voilà, contre la privatisation des barrages. On paye l'électricité de plus en plus cher, alors qu'on a tout payé avec nos impôts. Et au-delà de ça, il y a 1 milliard de mètres cubes d'eau. De l'eau de pluie, notre bien commun qui va être privatisé. Voilà. Qu'est-ce que le gouvernement met en œuvre contre nous, contre l'intérêt général? Mais en fait, c'est tout simple. Il détourne l'attention. Pourquoi il détourne l'attention? Parce qu'aujourd'hui, quand nous, on arrive et qu'on crie non à la privatisation des barrages, le gouvernement dit hop, 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 vous inquiétez pas, on ne privatise pas les barrages. C'est vrai. Moi, ça, je dis, ils ont raison, on ne privatise pas les barrages. On privatise les concessions, on privatise l'exploitation. Et c'est bien pire. Regardons ce qui se passe sur les sociétés d'autoroutes, regardons en général ce qui se passe sur la privatisation des concessions en général. On cède quelque chose pour peanuts à un opérateur ou pour pas grand-chose. Cet opérateur privé fait chou gras avec le bien en question et après il le rend à l'État et ça serait à l'État de récupérer tout ce que l'opérateur n'aura pas fait. Alors, comme à chaque fois ou presque que l'on décide de vendre nos infrastructures vitales, on nous explique que c'est de la faute de l'Europe. Oui. Regardez comme ce méchant Bruxelles, tout occupé à briser les monopoles, veut enquiquiner EDF qui détient 80% de nos barrages. Et ce n'est pas faux, Yves. Bruxelles nous enquiquine, alors qu'elle laisse tranquille l'Allemagne ainsi que le Portugal dans la gestion de leur retenue d'eau. Et pourquoi donc, me direz-vous? Parce que ces pays ont tapé du poing sur la table pour que Bruxelles leur fiche la paix. Et ça a marché. Et nous, comme on n'a rien demandé, on n'a rien obtenu non plus, ou plutôt si, le droit de privatiser FISA nos infrastructures. On est venu avec quelques collègues maires pour manifester notre inquiétude quant au projet de privatisation de toute l'énergie, toute la production d'énergie hydroélectrique en France. Et ça nous inquiète dans nos communes parce qu'on a énormément d'arboriculteurs et d'agriculteurs qui dépendent directement de cet approvisionnement en eau. Il y a aussi un problème de sécurité parce qu'on est en aval du barrage. Moi je vois un danger énorme de voir la population se faire déposséder de tout ce que les générations avant ont réussi à construire. Et ça me plaît pas du tout. Voilà. Et je pense que je suis pas le seul. Et on est là, hein. Ça fait plaisir qu'on puisse montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'il y a de la résistance à cette privatisation parce que c'est tous les biens communs qu'ils veulent prendre. C'est tout. Ils veulent tout prendre. Ils s'arrêteront là, on les arrêtera. Et privatiser, ça veut dire priver. Et quand on prive, on n'a plus. Il y a dans la majorité libérale conservatrice qui dirige l'Europe depuis des années, il y a une volonté de tout privatiser. À l'initiative du député communiste Hubert Wulfranc, 107 députés, des insoumis jusqu'aux marcheurs, soutiennent la résolution qui s'oppose à la mise en concurrence des barrages. Forcer la position dominante d'EDF. Fermez les guillemets. Conformément aux orientations idéologiques libérales du chef de l'État, le gouvernement a fait lui-même de la privatisation de la gestion des barrages hydroélectriques l'une de ses priorités et ouvert une négociation à ce sujet avec Bruxelles portant sur l'ouverture complète à la concurrence des concessions qui viennent progressivement à échéance. Ces négociations, discrètes, font craindre le pire. Vous savez, les sujets qui font consensus absolu à l'Assemblée nationale,
Il n'y en a pas des milliers. Nous avons un stockage d'électricité. Le seul stockage d'électricité que nous avons, ce sont nos retenues d'eau. Et alors que nous avons ce système-là en France, nous sommes prêts effectivement à le confier à d'autres. C'est assez incompréhensible. C'est un choix stratégique et nous sommes plusieurs à avoir sollicité, interrogé le gouvernement sans réellement obtenir de réponse. Et je ne voudrais pas reprendre une phrase célèbre, mais quand c'est flou, c'est qu'il y a sans doute un loup. J'avais rencontré le ministre Hulot en décembre 2017 qui m'avait confirmé qu'aucune décision n'avait été prise à ce sujet. Pourtant, à la surprise générale, nous avons appris par la presse en février 2018 qu'une proposition d'ouverture à la concurrence de nos concessions hydroélectriques avait été adressée à la Commission européenne, et ce, pour une ouverture dès 2018. L'autre jour, on a auditionné le directeur général de la direction de la concurrence de la Commission européenne. Je vous conseille de vous amuser à voir la vidéo de cette audition. Il y avait du sport. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est à notre demande que cette audition a lieu et je vous remercie de votre ouverture d'esprit en acceptant qu'un technocrate dangereux de l'Europe vienne de vous parler. Nous estimons que la mise en concurrence des concessions hydroélectriques aura des nombreux effets bénéfiques. Tout d'abord, un appel d'offres est le meilleur moyen de favoriser les investissements dans les équipements et productions hydroélectriques en tirant parti de la compétitivité entre plusieurs candidats dotés de ressources et d'expertise différentes, de technologies différentes. C'est également le meilleur moyen, et c'est ça l'expérience que la Commission a en la matière, de valoriser la ressource hydraulique au bénéfice des finances publiques, nationales et locales. Croyez-moi, je ne sais pas si vous allez me croire, mais en tout cas, nous sommes concernés par le fait de bénéficier le consommateur final, pas d'autres considérations. Monsieur Madero, je vous remercie pour la qualité de votre français. Il y a une expression qui dit quand on n'a qu'un marteau, on voit tous les problèmes sous la forme de clous. On vous parle service public, vous répondez concurrence. On vous parle sécurité, vous répondez concurrence. On vous parle environnement, vous répondez concurrence. On vous parle emploi, vous répondez concurrence. On a eu le nouveau pacte ferroviaire ce printemps qui était issu d'une directive européenne dans laquelle on trouvait 85 fois le mot concurrence, 0 fois le mot réchauffement, 0 fois le mot climat, 0 fois le mot biodiversité. J'avais rencontré, moi, on a eu le projet de loi agriculture aussi, dans lequel, quand on réclamait des prix planchers pour les agriculteurs, on nous répondait « c'est pas possible, à cause de l'Europe qui veut de la concurrence ». On réclamait que les productions soient davantage locales. Et on nous disait non, c'est pas possible parce que ça atteint le principe de concurrence au niveau européen. En permanence, il nous est opposé la concurrence, la concurrence, la concurrence. Quand on vient répéter comme ça concurrence, 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 j'avertis simplement qu'on construit un heurt avec les peuples qui, eux, sont habités par d'autres souhaits et d'autres valeurs. C'est vraiment le poumon du système électrique. Et en plus, c'est la partie la plus complexe à gérer, mais vraiment de très loin. Il y a des équipes entières qui travaillent uniquement sur l'hydraulique. Alors pourquoi c'est plus complexe que le reste? Justement parce que ça va suivre en temps réel la consommation, parce que c'est des stocks d'eau en fait, qui sont à gérer sur une année, dans un univers qui est très incertain, puisque la consommation comme la production dépendent par exemple beaucoup des conditions météorologiques. Ça dépend de la température qui fait beaucoup varier la consommation, ça dépend des apports en eau, ça dépend du vent, ça dépend du soleil. Donc on est en univers très incertain dans lequel il faut garantir cet équilibre. Et puis les barrages hydrauliques sont tous très spécifiques. Ils dépendent des vallées, de la topologie des vallées dans lesquelles ils sont. Donc c'est difficile à modéliser. En plus, ils sont liés entre eux, c'est-à-dire que les barrages le long de la vallée dépendent de ceux qui sont en amont et de ceux qui sont en aval. Et puis ils doivent répondre à des besoins autre que l'électricité.
Ils ont des contraintes de fourniture d'eau pour l'irrigation, pour l'agriculture, pour la pêche, pour la navigation fluviale, etc. Donc c'est une multitude de contraintes qu'il faut arriver à gérer. Plus de 400 ingénieurs surveillent les barrages français. Leur objectif est de gérer au mieux leur remplissage. À la fin de l'hiver, la majeure partie de leur réserve d'eau a été turbinée pour produire de l'électricité. La cote de leur lac de retenue est au plus bas. À chaque printemps, les ingénieurs doivent donc prévoir la quantité d'eau qu'ils pourront tirer des précipitations et de la fonte des neiges. Pour surveiller la côte du barrage, pour surveiller le remplissage du lac, en amont du barrage, on a une station de mesure de débit, ce qui nous permet de suivre heure par heure. Toutes les heures, les données sont envoyées à Grenoble et les exploitants du barrage, les optimiseurs qui sont à Lyon et qui gèrent la production hydraulique, peuvent suivre le remplissage du barrage grâce à ce qui se passe sur nos stations de mesure en amont du lac. On s'appuie sur des données historiques et on est capable de dire, on estime que cette année, au 1er août, on va pouvoir remplir le barrage du Chambon avec tel volume. Si les prévisions des ingénieurs sont justes, les barrages seront pleins et pourront apporter leur contribution au pic de consommation de l'hiver prochain. Le problème de l'hydraulique, c'est qu'il ne sert pas 2 fois de suite. Une fois qu'on a vidé le barrage, il est vide jusqu'à l'année prochaine. En tout cas, jusqu'à la fonte des neiges, ça dépend quand. Donc c'est une gestion qui est très délicate et qui a évidemment un intérêt majeur à être gérée d'une façon globale, d'une façon optimisée entre tous les barrages. C'est une optimisation qui bénéficie aux consommateurs parce que c'est comme ça qu'on a les prix les plus bas. L'éclatement des opérateurs fait que, à ce moment-là, chaque opérateur va essayer de rentabiliser au mieux son ouvrage ou sa vallée. Mais pas forcément dans l'intérêt général, mais dans son intérêt à lui. Il a mis de l'argent dans une concession, il va essayer d'en tirer le maximum de profit. Et donc, comment ça va se passer au niveau de la gestion de l'eau sur cette vallée, parce qu'on a quand même affaire à un cours d'eau unique. Lui, il ne va pas être découpé. Lui, il circule de haut en bas. Comment est-ce que cette gestion-là va se passer avec un exploitant qui aura, lui, son approche, sa philosophie d'optimisation de ces quelques aménagements, puis ceux qui seront à l'amont et à l'aval. Il y aura forcément des difficultés. Les barrages se remplissent d'eau. Mais ils se remplissent également de roches et de sédiments transportés par les cours d'eau. Autant de volumes perdus pour la production d'électricité. Et on a des forts taux d'érosion sur l'Isère. Donc c'est des montagnes jeunes, les Alpes c'est jeune, donc ça vit beaucoup. Et comme ça vit beaucoup, ça s'érode aussi beaucoup. Sur un ordre de grandeur, à Grenoble, on mesure en moyenne à peu près 2 millions de tonnes par an qui passent, de sédiments fins, de sable et de limon. Donc ça se remplit petit à petit au fil des ans. Il faut tenir compte de ces sédiments et de les gérer, parce que si on ne tient pas compte, au fur et à mesure, le barrage se remplit et il ne sert plus à rien. C'est un grand mur avec un sédiment et des sédiments derrière. Il n'y a plus d'eau derrière, il n'y a plus que des sédiments. Comment évacuer ces encombrants sédiments qui étouffent peu à peu les barrages sans remplir ceux qui se trouvent en aval? Pour éviter ce problème, les ingénieurs doivent synchroniser cette opération entre tous les barrages de la vallée, et les sédiments peuvent ainsi finir leur course jusqu'à la mer. Dans un paysage avec plusieurs opérateurs en concurrence, puisque c'est l'esprit de cette mise en concurrence, on voit mal comment les gens vont partager de manière totalement ouverte leurs données
leur savoir-faire, voire leurs hommes, leurs compétences. Au contraire, on va passer d'un système qui mutualise, qui partage, à un système qui bagarre, qui se bagarre pour être meilleur que son concurrent. Donc là, il y a un vrai problème. L'éclatement de la gestion entre plusieurs opérateurs ne mettrait-il pas en péril l'équilibre du système ? Le casse-tête de RTE, gardien de l'optimisation du réseau, risquerait de se complexifier considérablement. Pour le moment, RTE peut compter sur tous les barrages de France. Mais dans un modèle concurrentiel, qu'adviendra-t-il des barrages les moins rentables ? L'ensemble des concessions hydrauliques représente un ensemble dont certains sont très efficaces et économiquement très rentables, et un très grand nombre de petits barrages des Pyrénées, etc., qui font partie de cet outil, sont des outils qui, économiquement, ne sont pas du tout rentables, mais sont très utiles dans le système. Et donc, l'objectif de l'Europe, c'est de mettre en concurrence les concessions les plus rentables, de façon à montrer qu'il y a une concurrence. Est-ce qu'on trouvera des opérateurs qui voudront exploiter les barrages déficitaires? Alors certains disent qu'il n'y en a pas. On sait pertinemment qu'il y en a. Et est-ce qu'in fine, on ne va pas se retrouver à demander à EDF de n'exploiter finalement que ceux que personne ne veut? Ce qui serait assez dramatique. Parce que, ou alors de dire à des concurrents, finalement, exploitez-les et on vous compensera la perte. Donc de toute façon, on arrive à une augmentation des coûts. Marie-Noëlle Battistel est une des rares députées très informées sur le sujet. Pour préparer la loi sur la transition énergétique, elle commande un rapport au syndicat d'EDF sur l'ouverture à la concurrence des concessions. Le travail qu'on a fait avec la DTG et la R&D là, sur rapporter la parole des experts, on a fait cet ouvrage. Après, on est allé le porter auprès de Marie-Noëlle Battistel. Il y avait Delphine Bateau, Loïc Prudhomme. Franchement, on a été vraiment étonnés de découvrir que les experts n'avaient pas été consultés. Dans le rapport qu'on a fait, on a été voir une centaine d'experts et une vingtaine de cadres dirigeants d'EDF Hydro. On est allé voir des économistes. Les économistes nous ont dit un système en réseau, en plus enchaîné dans une vallée les uns en dessous des autres, multiplier les opérateurs, ça désoptimise. Désoptimise, ça veut dire que tu augmentes les coûts, donc tu augmentes le prix, donc tu augmentes la facture. Ce n'est pas un point de vue, c'est un fait reconnu par la communauté scientifique. Le marché ne permet pas d'obtenir un programme de production optimum. Dit autrement, ça va forcément faire monter les coûts. En plus de faire monter les coûts, l'éclatement du parc hydraulique en plusieurs opérateurs risquerait d'avoir des répercussions sur la maintenance des barrages. Il y a des métiers qui demandent du temps. Pour capitaliser l'expérience. C'est-à-dire qu'un médecin, quand ça envoie plusieurs patients, il va vous voir, il va dire « Oula, ça me rappelle un cas et tout ». Il va beaucoup progresser, s'il s'investit bien sûr, sur les gens et il va capitaliser, il va devenir, normalement, il va s'améliorer avec le temps. Nous, notre métier, c'est pareil. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'ouvrages en France, énormément à l'étranger aussi. Donc c'est bien toutes ces études de cas que j'ai eues qui me font aller plus vite, plus pertinent sur un diagnostic que je peux porter sur un ouvrage. On a un parc donc, qui est assez hétérogène et qui a été fait depuis environ un siècle, mais qui est toujours en exploitation. Et ça, c'est assez singulier peut-être dans notre domaine industriel. C'est-à-dire quand on nous demande de faire un diagnostic sur un aménagement, que ce soit des conduites forcées ou que ce soit des vannes, on a affaire à un parc qui n'est pas du tout homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un type de conduite, un type de vanne avec juste des dimensions qui changeraient. Mais il y a des vannes et des conduites qui ont été faites avec des matériaux de nature différente, qui ont des propriétés mécaniques différentes, qui ont des tenues à la corrosion différentes, qui ont des revêtements qui protègent de la corrosion qui sont différents, qui ont des modes d'assemblage qui sont différents, qui vont avoir des défauts dedans qui vont être différents et qui vont évoluer dans le temps de façon différente. Donc il y a eu beaucoup de mots différents dans tout ce que je viens de dire. Et en fait, ce qui est important et ce qui fait qu'on arrive à être petit à petit de plus en plus efficace dans notre métier de diagnostiqueur, c'est que on commence à connaître ces aménagements en fait presque intimement en fait. Et ce qu'on se dit, c'est que si jamais ça arrivait à terme en fait cette histoire d'ouverture à la concurrence des concessions, et ben tout ça serait éclaté.
le gros avantage ou la grosse différence peut-être de l'ingénierie EDF par rapport aux autres ingénieries, c'est qu'elle s'est appuyée sur un parc d'ouvrages très complet, très diversifié. Il y a à peu près tous les types de barrages qui peuvent exister au monde, il y a à peu près tous les types d'usines, de groupes de fonctionnement, turbines ou alternateurs, il y a des milliers de kilomètres de galeries, enfin il y a à peu près toutes les situations qu'on peut rencontrer lorsqu'on étudie un ouvrage. Voilà. Les barrages, ils ne sont pas du tout conçus de la même manière dans les Pyrénées, dans le Massif central et dans les Alpes. Et même dans les Alpes, il peut y avoir tout un tas de types de barrages différents. Les rivières sont différentes. Et le fait d'avoir une vision globale, une ingénierie centralisée, une R&D centralisée et dédiée à la recherche sur tous ces types d'aménagements fait qu'on a une compétence et une pertinence plus grande que si on comprenait qu'un petit bout d'un problème, quoi. Et donc on arrive à maintenir un pôle de compétences, on arrive à s'améliorer, mais ça c'est possible parce qu'on pratique, parce qu'on a suffisamment d'ouvrages pour pratiquer. Donc potentiellement, l'éclatement du parc, c'est la perte du savoir-faire et donc un risque accru peut-être d'incidents et également une maintenance qui n'est plus du tout optimisée. Les équipes d'EDF disposent de près d'un siècle d'expertise sur l'ensemble du parc hydraulique français. Autant de données et d'archives qui permettent d'entretenir les barrages et de contrôler leur évolution. Les barrages, c'est quand même des ouvrages d'art qui sont magnifiques, mais qui sont excessivement dangereux s'ils sont mal entretenus. On peut avoir des lames déversantes excessives. Donc si ces barrages ne sont pas entretenus, si on tire sur la corde d'un point de vue maintenance, s'il n'y a plus les ressources économiques pour les maintenir correctement, et s'il n'y a plus les contrôles techniques pour le faire, mais qu'est-ce qui se passe? Les barrages sont potentiellement dangereux parce que derrière, ils ont une quantité d'eau considérable qui est stockée et que les ruptures de barrages, ça existe dans le monde, il y en a eu beaucoup. Et suivant où elles se produisent, si les vallées sont très habitées, eh bien vous avez beaucoup de morts. Si on prend deux grands ouvrages dans la région, par exemple Vouglan pour Lyon ou alors Monténard pour Grenoble, en cas de rupture, il y aurait, c'est vrai, une vague qui peut arriver entre 1 et 6 mètres. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les chiffres exactement, mais il y aurait une vague qui arriverait sur quand même dans des agglomérations qui sont quand même très peuplées. En Grenoble, on a en plus un risque Céveso, dans le sens où on a quand même une industrie chimique qui est très forte en amont de Grenoble. Donc c'est vrai qu'on ne peut même pas envisager ce cas de figure. Autour d'un barrage, les flancs de la montagne sont déstabilisés par la masse d'eau qui s'infiltre dans les roches et peut provoquer des glissements de terrain. Jean Flucher a été confronté à ce problème lors de la mise en eau du barrage Puylaurent en Lozère. On avait repéré d'une rive à l'autre qu'il y avait un pan du terrain qui glissait. Donc, et c'est exactement l'accident qui s'est produit en Italie, à Longarone. C'est ce qui s'est passé, il y a eu 2000 morts. Alors là, c'était un barrage beaucoup plus petit, et ce pan de colline qui glissait, on l'a observé pendant la mise à eau, et on a fait la mise à eau en fonction du glissement de ce pont. C'est-à-dire que chaque fois qu'on faisait une petite montée de mise à eau, on attendait qu'il glisse pour qu'il aille s'appuyer au fond, puis une fois qu'il ne bougeait plus, on continue à monter. Mais l'histoire de Vajon-Longarone était présente dans l'esprit de tous les barragistes qui étaient là au moment où on a mis à eau. L'accident du barrage italien de Vajon est l'une des pires catastrophes de l'histoire des barrages. En 1963, la SAD, une société privée, achève sa construction et demande son homologation aux autorités italiennes. Mais elle sait qu'il y a un problème. Le remplissage du barrage fait glisser lentement l'un des flancs de la montagne et des millions de mètres cubes de roches pourraient s'effondrer dans le lac. Malgré les alertes, les dirigeants de la société SAD décident de continuer le remplissage. La nuit du 9 octobre 1963, un versant de la montagne s'écroule dans le lac du barrage. 260 millions de mètres cubes de terre et de roches expulsent l'eau du lac dans la vallée.
Une vague de 60 mètres de haut envahit les villages et pulvérise tout sur son passage. L'hydroélectricité, c'est quelque chose qui est en essor dans le monde, mais ça n'échappe pas à la pression économique, à des solutions parfois low cost, à des arbitrages politiques parfois défaillants. Quand on n'a pas des États forts qui imposent un contrôle administratif sur la sûreté, et ben finalement, les choses dérivent petit à petit. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre qui est très important, c'est que le coût d'une défaillance d'un barrage, le coût d'une rupture d'un barrage, c'est quelque chose de colossal. Alors on a des barrages qui ont été repris, comme celui de Chambon. Il y a des barrages qui ont donné des soucis, mais on a toujours pu intervenir avant qu'il se passe quelque chose. Donc je crois que si on veut que la sécurité des ouvrages soit assurée, il faut les surveiller en permanence. Sur l'auscultation, ce que j'ai peur, sur la surveillance des ouvrages, le privé, il va essayer de dépenser moins. C'est naturel, je veux dire. Hein. Il va aller vraiment au plus court, vraiment frôler la loi pour pouvoir gagner de l'argent le temps qu'il ait la concession. Voilà. Donc ça va être le profit. Au Brésil, en janvier 2019, l'un des barrages de la compagnie minière Vale, en cours de démantèlement, cède en quelques secondes. Les millions de mètres cubes d'eau mélangés aux déchets de la mine empoisonnent les sols pour des décennies. Aux États-Unis, sur le barrage d'Oroville, cette fois-ci, c'est un déversoir qui cède sous les fortes pluies de l'hiver 2017. 200 000 personnes sont évacuées et la catastrophe est évitée de justesse. Comme l'hydraulique est quelque chose de très capitalistique, au sens où ça bloque des fonds pendant très longtemps. Ça coûte beaucoup d'argent de construire un aménagement ou de faire une maintenance lourde. À partir du moment où cette maintenance ou cette construction est faite, on est tranquille pendant très longtemps. Seulement, aujourd'hui, la plupart des industriels utilisent des taux d'actualisation très élevés et l'argent qu'on gagne dans 30 ou 40 ans, ça ne vaut pas grand-chose, pour ne pas dire rien, dans un bilan comptable d'aujourd'hui. Actuellement, l'État s'appuie largement sur les techniciens d'EDF pour gérer justement cet aspect sécurité et sûreté des barrages. À l'avenir, on sait que l'État n'a pas des ressources inépuisables. Si on commence à morceler les opérateurs, ils ne vont pas travailler forcément ensemble de façon de concert pour régler les problèmes des autres. Donc fatalement, je m'interroge sur justement la sécurité et la sûreté des installations et des populations qui sont à l'aval. Les barrages retiennent des millions de mètres cubes d'eau au-dessus de nos villages et de nos villes. Ces ouvrages massifs, à l'air indestructible, ne sont pourtant pas immuables et vieillissent plus ou moins bien. Tous les barrages ont tendance à bouger, hein, soit à cause de la température, soit à cause de la pression de l'eau. Voilà, il y a différents facteurs qui font bouger les barrages. Et donc celui-ci bouge particulièrement parce que son béton date d'avant-guerre et il vieillit pas très bien, mais bon voilà, il y a beaucoup de surveillance. Du coup, on va surveiller la cote de montée d'eau pour faire en sorte que voilà, qu'il n'y ait pas au niveau de sûreté, qu'il n'y ait pas d'incident. Mais du coup, ça veut dire qu'on va peut-être pas le remplir entièrement. On va surveiller la cote en fonction de sa maladie. C'est un barrage qui, au départ, quand on l'a construit, on ne savait pas qu'il y avait un mauvais mariage entre les granulats et puis le ciment. Hein, et là, il a une maladie qui s'appelle l'alcali-réaction. C'est une maladie qui est assez répandue dans le monde. Les Canadiens sont touchés, les Africains, enfin dans le monde entier. C'est dans les années 50, 40. Donc on a découvert ça et on a trouvé des traitements pour pouvoir pallier donc, à cette maladie, on peut dire génétique de cet ouvrage. Dès leur construction, la surveillance et l'entretien des barrages ont constitué une priorité pour EDF. Depuis plus de 70 ans, sur plus de 700 barrages, l'entreprise a constitué une base de données incomparable pour faire face aux problèmes de maintenance et de sécurité.
Alors, cette base de données où elle est très utile, c'est que pour deux choses. C'est-à-dire que des fois, on peut dire que les travaux ne sont pas nécessaires. Ça nous aide à prouver que, en fait, faut pas donner des médicaments à quelqu'un qu'on voit qu'il n'est pas vraiment malade, quoi. Donc, il faut bien savoir quel traitement faire. Il ne faut pas non plus... Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne va pas mettre 50 capteurs, alors qu'on sait que 4 suffisent. Mais on sait qu'il en faut 4, on n'en mettra pas 2. Moi, je prends toujours l'exemple de... on a une maison, si c'est sa propre maison, est-ce qu'on l'entretient de la même manière que si on a une location? S'il faut changer les tuiles, est-ce qu'on va prendre le même type de tuiles si c'est une maison qu'on va vendre dans 10 ans ou qu'on veut garder parce que c'était la maison de famille, quoi. Mais un risque bien supérieur plane sur l'avenir de ces infrastructures. Le réchauffement climatique. Une étude produite par le ministère de l'écologie lui-même il y a quelques années, une étude Explore, qui annonçait qu'à l'horizon de quelques décennies, les débits des rivières en saison sèche, en été, allaient perdre 40 à 60% suivant les régions. C'est un ordre de grandeur, ça dépend des rivières, ça dépend comment sont les sols, mais c'est un ordre de grandeur. Ce qui signifie que là où on avait déjà du mal à passer les étés avec quelques restrictions d'eau, ça va être de plus en plus difficile. Donc tu vois, l'allure de la carte que tu as par ici, il y a un moment, à la fin du siècle, si rien ne change, c'est un peu ce qu'on va voir par ici. Ce qu'on peut dire sur la tragédie climatique, dans les endroits français où il y a les barrages, donc en gros toute la moitié sud-est en dessous d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, c'est qu'on va prendre progressivement dans 20 ans, dans 30 ans, le climat de l'Espagne. Un climat beaucoup plus aride, beaucoup plus sec l'été, et on a déjà modélisé, c'est pas des extrémistes qui ont modélisé ça, c'est le ministère de l'écologie, dans une étude qui s'appelle Explore, et les débits d'été, ils vont être divisés par 2. 2 fois moins d'eau à se partager entre eux. On peut imaginer de plus en plus d'usages. Puisque la température est augmentant, les gens auront peut-être besoin de plus d'eau pour se refroidir, pour arroser leur jardin. Et je ne te parle pas des agriculteurs et des centrales nucléaires qui resteront. Avec la diminution de la pluviométrie et l'augmentation des températures annuelles, l'eau des barrages va devenir de plus en plus rare et de plus en plus précieuse. À l'été 2019, le lac de Serre-Ponçon a atteint l'une des cotes les plus basses de son histoire. Sur la zone du lac, on a une base nautique qui fonctionne bon an, mal an entre le 15 juin et le 15 septembre. Il est fluctuant en fonction du niveau du marnage du lac. Cette année, nous avons dû fermer le 18 août, puisque le lac n'a jamais obtenu sa cote maximale, puisqu'on était à moins 2,50 en début de saison, et que très rapidement, il a commencé à baisser dès le 15 juillet. Donc on a réussi à faire une activité jusqu'au 18 août, et suite à ça, on a dû fermer notre activité sur le lac. Alors, sûrement dû à manque de neige, pas de pluviométrie, un été très sec, beaucoup de canicules. Le club nautique, c'est 24 salariés. Forcément, s'il y a une des activités qui ne marche pas, on peut parler de chômage, on peut parler de difficultés économiques. Et donc forcément, la gestion de l'eau est un facteur prépondérant dans notre activité et dans le bon fonctionnement de notre activité aussi. On pense souvent aux barrages comme des objets industriels créés pour fabriquer de l'électricité. On pense moins souvent qu'ils stockent 75% des eaux de surface stockées dans le pays. Donc on a vraiment un réservoir d'eau à disposition de la France et pas seulement à disposition de la production d'électricité. Mais on peut s'inquiéter. Si jamais le système changeait, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passerait dans un monde plus sec où finalement l'eau devient rare? Dans un monde libéral, ce qui est rare est cher. Et pour l'eau, on peut dire que ça va être très rare et très cher. Donc c'est une vision possible. Il y a un autre monde où on gère la misère, l'ensemble des retenues d'eau en France, qui ne seront peut-être pas suffisantes pour faire plaisir à tout le monde, mais on le gère dans l'intérêt général. On essaye de faire passer les urgences avant les besoins secondaires, en les jugeant peut-être d'une manière morale, éthique, et pas seulement en donnant la réserve aux plus offrants. Ça fait longtemps qu'à EDF, on a compris que si on voulait continuer à faire notre métier d'exploitant hydroélectrique sur les rivières, il fallait le faire un petit peu autrement, et en se disant qu'on n'était pas les seuls, qu'on n'était pas là pour kidnapper l'eau, et qu'il fallait savoir gérer et accommoder des compromis pour les autres usagers.
On ne l'imagine pas forcément, mais sur une vallée, si vous voulez, nous sommes parfois appelés à gérer des contradictions. Par exemple, dans le haut de la vallée, on va vous demander de ne pas déstocker ou de vider les lacs de façon à respecter une saison touristique. Alors qu'en même temps, dans le bas de la vallée, on va vous demander de déstocker pour l'agriculture ou pour la pêche ou pour le canoë-kayak. Donc il y a un grand écart là qui n'est pas extrêmement facile à gérer et qui le sera d'autant plus difficile qu'il y aura plusieurs opérateurs sur la même vallée. L'eau des barrages, elle sert au tourisme, à l'irrigation, à alimenter les villes, et ceci, pas forcément, et EDF le sait bien, pas forcément dans l'intérêt unique du concessionnaire. Quand vous aurez mis 10 concessionnaires privés sur les 10 barrages les plus rentables de France, eh bien, on verra comment ce service public sera géré. Quelle sera la valeur de l'eau en 2050? Qui peut en prévoir les usages? C'est nécessaire qu'il y ait cette relation entre le développement économique d'un territoire, son développement touristique, ce lien avec l'élu local. Et ça, c'est un service public. Alors bien sûr, on nous dit, privé, il n'y a pas de souci, on fera pareil. Bien sûr, on fera pareil, sauf que pour garder un lac plein, ça veut dire qu'on produit un peu moins d'électricité, puisqu'on va faire passer un peu moins d'eau. Donc il y a un coût. Donc bien sûr qu'il y aura un coût qui sera défalqué sur les collectivités. Donc ces inquiétudes-là, elles sont très fortes. L'ouverture des concessions à la concurrence inquiète aussi les élus régionaux. Le 18 octobre 2019, les conseillers de la région Auvergne-Rhône-Alpes se prononcent sur la mise en concurrence des concessions. D'associer officiellement la région Aura, leader national de l'hydroélectricité. Je vous rappelle qu'on a pratiquement 50% de la ressource hydroélectrique qui est produite au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment, on est la région majeure en matière d'hydroélectricité. De façon massive et transpartisane, les conseillers s'opposent au projet de mise en concurrence des barrages. Des sécheresses de plus en plus extrêmes vont mettre en danger les centrales nucléaires qui puisent dans les fleuves pour refroidir leurs condenseurs. Un problème qu'a déjà connu la centrale du Bugey en 2001, alors que le barrage de Génissia, géré par la Compagnie nationale du Rhône, fait baisser fortement le niveau du fleuve. Ce qui a obligé le directeur de la centrale à cette époque-là d'arrêter les tranches en question. Alors, ils l'ont inclus dans le cahier des charges de la concession, mais c'est à titre onéreux. C'est-à-dire que la CNR veut bien déstocker de l'eau s'il faut en déstocker, mais à ce moment-là, c'est EDF qui paye l'eau qui est déstockée par la CNR. L'État peut imposer un certain nombre d'exigences dans un cahier des charges, oui. Après, ce sont les opérateurs qui se débrouillent pour les faire vivre. Et là, les marges d'interprétation sont... Vous ne pouvez jamais écrire un texte 100% exhaustif sur quelque chose d'aussi complexe que la gestion de l'eau dans une vallée. Parce que les territoires et les sociétés évoluent, et les attentes des territoires évoluent, et le changement climatique fait que le système électrique va évoluer aussi, etc. Donc c'est pas possible du tout d'intégrer tout dans le cahier des charges. Il y aura forcément des adaptations à faire dans la vie de la concession. Et tout ce qui sera raté dans les contrats, comme quand tu fais construire une maison, si tu te gourres et que tu dis au maçon je veux un étage de plus, tu le payes cash, et là c'est pareil. Tout ce qui sera raté dans les contrats, des Total, des Vattenfall, des China Trois-Gorges, et d'ailleurs des gens qui peuvent faire partie de puissances géopolitiques qui ne sont pas forcément potes avec la France pendant 20 ou 30 ans, on va leur donner les robinets de la France. Céder les concessions à des opérateurs privés représente un risque à la fois pour l'approvisionnement électrique de la France et même pour sa souveraineté énergétique. Il y a un peu plus de 400 barrages qui sont gérés par EDF. Ça rapporte entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros à l'État. C'est vraiment pas le moment de céder ce qu'on pourrait appeler une rente hydraulique à des opérateurs privés français ou encore moins étrangers. Enfin, le privé qui espère récupérer les barrages nous dit « mais vous inquiétez pas, il y aura des cahiers des charges, on fera respecter ça, il n'y aura pas de problème, ce sera comme maintenant ». Eh bien non, ce ne sera pas comme maintenant parce qu'on sait très bien que les arbitrages seront favorables
au privé et que ces cahiers des charges seront plus ou moins respectés. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Pourquoi la Commission européenne tient-elle absolument à l'ouverture à la concurrence des concessions qui relèvent de services publics comme celui de l'électricité? Alors, la libéralisation du secteur de l'électricité, elle s'inscrit dans un mouvement très vaste de réformes dans les années 90 qui est initié par la Commission européenne. Et l'idée, c'est de dire qu'il faut ouvrir à la concurrence tout ce qu'on appelle les industries de réseau, c'est-à-dire l'aérien, les télécoms, les réseaux ferrés et l'énergie, électricité et gaz. Pour bien comprendre le mécanisme, il faut d'abord visualiser l'ensemble de la chaîne qui se compose comme suit. La production, générée au niveau national ou importée depuis les pays voisins. Le transport, qui permet d'acheminer l'électricité et le gaz jusqu'au réseau de distribution. Et les fournisseurs d'énergie, dont le rôle est d'assurer la partie commerciale et de facturation des consommateurs. Avant la libéralisation, l'ensemble de cette chaîne comportait un caractère monopolistique puisque géré par une seule et même entité. Et donc l'idée, c'est de dire qu'un monopole public est inefficace et qu'il faut ouvrir à la concurrence pour que ça puisse bénéficier aux consommateurs en entraînant notamment une baisse des prix. Dans l'Union européenne, suite à la libéralisation du marché, tout producteur ou fournisseur d'électricité peut accéder au réseau de transport et de distribution pour alimenter ses clients, ce qui favorise la concurrence. Vous pouvez influencer le prix de l'électricité et le montant de votre facture en faisant jouer la concurrence entre les fournisseurs. Alors n'hésitez pas à comparer les offres. The only way to get lower prices is to encourage competition. But encourage competition can be done only by customer. When customer is able and has a possibility to switch suppliers. Because only in this way, suppliers have incentives to provide the best service, but also to come with a price. Le modèle intégré d'EDF à la fois producteur et fournisseur d'électricité est devenu un millefeuille d'intermédiaires qui rend l'équilibre du réseau de plus en plus difficile à gérer. Avec l'ouverture à la concurrence, n'importe quel fournisseur européen peut désormais acheter de l'électricité sur les marchés de gros et la revendre à des particuliers ou des entreprises d'un autre pays. Notre courant passe maintenant par la bourse. Le modèle que souhaite mettre en place la Commission européenne, c'est un marché de l'électricité ultra concurrentiel où les fournisseurs se concurrenceraient en prix en proposant plein de services aux consommateurs qui pourraient changer de fournisseur assez régulièrement. Et l'indicateur principal sur lequel s'appuie la Commission européenne pour dire « super, les marchés sont libéralisés et ça marche très bien », c'est ce qu'on appelle l'indicateur du taux de changement. Mais ce n'est pas parce qu'un consommateur change de fournisseur qu'il va forcément vers un fournisseur moins cher. Vous avez des offres qui sont souvent très peu lisibles et donc parfois les consommateurs changent de fournisseur pour un fournisseur qui n'est pas forcément moins cher. C'est ça l'aberration du système. On dit qu'on veut mettre en concurrence le système électrique, mais il faut voir ce que ça veut dire dans la réalité. Bon, déjà, c'est une évidence qu'on ne va pas mettre en concurrence les réseaux. Les réseaux de transport ou de distribution, donc les lignes à haute tension, à moyenne tension ou à basse tension, on ne va pas les dupliquer, donc ça, c'est un monopole. Après, la partie production, on ne va pas non plus s'amuser à faire des capacités, enfin, à produire des unités plus que ce dont on a besoin, parce que c'est une pollution, parce que c'est un coût. Et donc finalement, la concurrence, elle est réservée à la partie fourniture, la partie commercialisation, mais qui représente, sur une facture de 150 € du mégawattheure, ça représente 8 € du mégawattheure. Donc on est en train de faire une usine à gaz pour mettre en concurrence une partie infime de la facture. EDF Suez et maintenant Engie, car le monde... Comment se retrouver dans la jungle des fournisseurs qu'a engendré la concurrence ? Il est devenu impossible de savoir qui fait quoi et à quel prix. En fait, les marchés d'électricité sont ultra compliqués et c'est très difficile à maîtriser, même pour les gens qui travaillent dedans. Il y a les marchés à terme, les marchés spot, les marchés de capacité. Maintenant, à chaque fois, on rajoute des couches, les marchés de services système. Et cette ultra-complexité fait penser aux produits dérivés dans le domaine financier qui ont conduit à la crise de 2008.
et dont l'une des raisons de cette crise était que personne ne maîtrisait plus cette complexité. Et je pense que sur l'électricité, on est un peu sur la même chose, c'est-à-dire que c'est tellement compliqué que personne ne maîtrise vraiment ce qui se passe. Ah mais enfin, ça devient tout à fait incompréhensible. Voilà, vous avez quelques spécialistes qui maîtrisent les marchés de l'énergie, voilà, et qui savent à peu près comment ça se passe, et encore qui des fois se trompent. Mais c'est quelque chose qui échappe complètement au commun des mortels, qui échappe aussi à nos décideurs politiques. Voilà, exactement comme le marché des subprimes avec le crédit immobilier échappait complètement aux gens qui étaient censés le réguler. Les marchés de gros de l'électricité sont des marchés horaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix de l'électricité sur les marchés de gros, ou ce qu'on appelle les bourses de l'électricité, change toutes les heures. Il n'y a pas une seule autre commodité au monde dont le prix de gros change toutes les heures, voire sur certains marchés toutes les 30 minutes. Donc on est face à une volatilité ou une variabilité qui est extrême, et ça c'est très difficile à gérer pour des fournisseurs qui souhaiteraient gérer ce risque de changement de prix horaire avec des produits financiers. Alors que de l'autre côté, ils doivent proposer à leurs consommateurs, clients finaux, vous et moi, des prix fixes sur 3 mois, 6 mois ou 1 an. Donc ils doivent s'approvisionner sur des marchés de gros dont les prix changent toutes les heures et proposer des contrats de fourniture avec des prix fixes sur 6 mois ou 1 an. Une situation qui peut devenir intenable pour les fournisseurs, comme en 2001 dans l'État de Californie. Enron, une multinationale spécialisée dans le trading de l'énergie, s'amuse à faire grimper les prix en mettant plusieurs sites de production à l'arrêt. Pendant les pics de consommation, le mégawatt-heure atteint ainsi jusqu'à 200 fois son prix habituel. Ces hausses provoquent la faillite des fournisseurs d'électricité de l'État et plongent des millions d'Américains dans le noir. L'entreprise modèle du business de l'énergie devient un cauchemar pour des millions d'Américains. Au terme d'une interminable enquête, les dirigeants sont condamnés pour manipulation des cours. Mais l'affaire Enron a coûté très cher à l'État de Californie et à ses contribuables. Donc on crée des monstres boursiers, et puis voilà, le jour où on a un crack, on nous explique que c'est un accident, comme voilà, le scandale Enron en 2001, où tout s'est effondré aux États-Unis à cause de la spéculation boursière. On nous explique que c'est un accident, et puis on recommence. La seule manière de maîtriser ce risque, un peu mieux, c'est de produire soi-même l'électricité qu'on vend. C'est ce qu'on appelle le modèle d'intégration verticale en production. Autrement dit, si le fournisseur est aussi producteur d'électricité, il maîtrise ses coûts de production. C'est le modèle d'une chaîne intégrée avec un seul opérateur que la France avait mis en place avec EDF. Un modèle à l'abri des cours de la bourse. Et les marchés de gros de l'électricité marchent comme des bourses. Si vous n'avez pas assez d'électricité par rapport à ce que vos consommateurs ont consommé, il faut acheter en temps réel en bourse. Et si vous avez davantage d'électricité que ce que vos consommateurs ont consommé, il faut revendre sous forme de produits financiers votre électricité en bourse. L'électricité en bourse, c'est quelque chose de terrible parce que le système électrique tient grâce au dernier kilowattheure produit. C'est-à-dire que si on ne produit pas assez pour répondre à la demande, le système peut s'effondrer. Ça veut dire qu'à certains moments, au niveau des pics de production, évidemment, ces derniers kilowattheures valent extrêmement cher en bourse. On pourrait imaginer des entreprises privées, des barrages, et qui, lorsque l'ensemble du système électrique aurait besoin de cette électricité-là, préfèrent attendre parce que demain, il y en aura encore plus besoin et le prix auquel ils pourront le vendre sera plus élevé. En hiver, pendant les pics de consommation et les vagues de froid, les prix du mégawattheure peuvent être multipliés par 100 d'un jour à l'autre. Les derniers électrons qui peuvent sauver le réseau du blackout valent de l'or. Si effectivement on n'a pas les moyens de répondre à la demande, soit on met une partie de la France dans le noir, soit on met toute la France, soit la France sera mise dans le noir automatiquement. Il y a des gens qui disent bon bah écoutez, ça peut arriver qu'on soit dans le noir, c'est pas si grave.
Je pense qu'on ne se rend pas compte du coût économique qui représente une journée de blackout dans un pays comme la France, c'est plusieurs milliards. Pour redémarrer, c'est après très compliqué. Il y a le blackout, d'une part, ça va très vite. Dans l'affaire de 3 secondes, on est en blackout. Après, le redémarrage est très long. C'est le black start. Alors, les centrales nucléaires qui ont déclenché ou qui se sont arrêtées pendant le blackout ont besoin de redémarrer. Mais une centrale nucléaire arrêtée, pour redémarrer, elle a besoin du réseau, elle a besoin d'énergie électrique. Donc on va relier point à point un gros ouvrage hydroélectrique qui, lui, peut produire, et une centrale nucléaire qui doit redémarrer. Et ça, toutes les 19 centrales nucléaires et les 58 réacteurs sont raccordés comme ça. La volatilité des marchés aggrave le risque de blackout sur le réseau électrique. Pour répondre à ce risque, l'Union européenne invente des produits financiers et des plateformes d'échange boursiers. Elle impose de nouvelles règles qui rendent encore plus incompréhensible le fonctionnement de ces marchés. On est loin du marché libre et transparent qu'elle prétend mettre en œuvre. Pendant toute la période de la nationalisation jusqu'à la fin des années 90, quand la production d'électricité était un service public, le prix de l'électricité a baissé en France. Depuis que ce produit est dérégulé, le prix n'a pas cessé d'augmenter. Plus 30% d'augmentation sur les tarifs d'électricité, plus 70% sur les tarifs de gaz. Là encore, il y a une augmentation de 6% sur l'électricité. Le bilan, il est négatif pour la population, pour l'usager. Et je parle bien d'usagers et pas de clients. Pour le train, c'était pareil. Il faut imaginer que, pareil, quand j'étais ado, il y avait une tarification du train en kilomètres. C'était super simple. Quel que soit le jour où on partait, de toute façon, on payait le même prix au kilomètre, point barre. Et puis après, quand on était étudiant, on avait des réductions, etc. Aujourd'hui, pour comprendre les tarifs du train, c'est super compliqué. Prendre le train aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Il y a une partie du prix du kilowattheure qui est adossée à la bourse. C'est-à-dire qu'on a voté un jour une loi en disant les tarifs régulés de l'énergie, évidemment, seront fonction en partie des coûts de production d'EDF, mais pas seulement. Ils seront fonction aussi d'autres facteurs, et notamment des prix en bourse. Et donc c'est pour ça qu'au mois de juin 2019, on a eu 5,9% d'augmentation sur le tarif d'électricité, parce que les prix en bourse augmentaient, et c'est pour ça qu'on va avoir d'autres augmentations, parce qu'en bourse, on est sur une augmentation des prix assez structurelle. Je précise que la concurrence à laquelle je fais référence, et c'est important de le signaler, n'est pas une concurrence sauvage, c'est-à-dire éloignez-vous de cette idée que Bruxelles favorise la concurrence sauvage, acritique, non régulée. On est dans une globalisation sauvage et il va falloir que l'Europe ait suffisamment de force de frappe et de capacité de réaction envers les blocs dans lesquels nous sommes déjà. On est dans une espèce de village global et il faut que... Donc c'est pour cela que j'ai dit que l'Europe, ce n'est pas le problème, c'est l'absence d'Europe qui peut constituer un véritable problème. Et dans ce sens, et c'est toute l'affirmation... Dans cette Europe de la concurrence censée servir les consommateurs, le financement d'EDF passe désormais par les marchés financiers. En 2005, l'entreprise a fait son entrée en bourse et veut faire rêver les actionnaires. EDF, devenu groupe, commence à jouer le jeu des multinationales et de la concurrence. Il y avait essentiellement un argument, c'était la concurrence à tout prix, c'est-à-dire qu'on s'ouvrait sur une concurrence et dans le cadre de cette concurrence à tout prix, il fallait être les premiers. C'était clair. Le dogme, c'était ça, il fallait être les premiers sur le secteur. Et moi, je me rappelle très bien qu'on est allé, par exemple, au Brésil, y compris sur l'hydraulique, parce que Engie était allé au Brésil et qu'il ne fallait pas laisser les copains, les anciens copains, nous manger la laine sur le dos sur certains continents. Donc, c'était vraiment la concurrence pour la concurrence, l'expansion pour l'expansion. Alors c'est sûr qu'après, quand le sujet de l'hydraulique et de l'ouverture à la concurrence de l'hydraulique est arrivé,
La position d'EDF était quand même déjà fortement implantée à l'international, et trouver les arguments pour dire non, on n'ouvre pas en France, il y a la gestion de l'eau, il y a tout ce que vous voulez, sauf que nous, on avait une position EDF qui était partout à l'international. Donc comment contrer ça? C'était extrêmement compliqué dans les arguments politiques, en tout cas. À quoi joue EDF? Dans le secret de la salle du Conseil, l'avenir de l'entreprise se dessine autour d'un nouveau mythe appelé Hercule. Il s'agit de céder les activités rentables au secteur industriel privé d'un côté et de l'autre faire reposer les dettes d'EDF sur l'État. Hercule est l'aboutissement d'une expansion débridée et de projets qui ont déjà amené EDF au bord du gouffre. Le chantier de l'EPR en Grande-Bretagne, dans lequel EDF a engagé la moitié de ses capitaux propres, est la goutte de trop. Le 1er mars 2016, le directeur financier d'EDF, Thomas Pickmal, démissionne. Mais moi, je ne peux pas considérer que je cautionne une décision qui pourrait amener un jour EDF à se trouver dans la situation d'Areva. Enfin. Où il faut envisager une recapitalisation d'Areva lorsque l'entreprise est à quelques mois de la cessation de paiement ou du problème de liquidité. Le problème de liquidité dans une entreprise, c'est comme un avion qui part en vrille. Et il s'agit d'EDF. Transformée malgré elle en monstre financier, EDF, Électricité de France, est loin de ses missions fondatrices. Née dans un monde qui a connu l'exploitation ouvrière par les cartels de l'énergie, l'entreprise publique a été pensée pour mettre l'énergie au service des Français. C'est juste après la Libération que ce projet se concrétise. Le Conseil national de la résistance a préparé un plan pour nationaliser le secteur de l'énergie et reconstruire la France. C'est un résistant, Marcel Paul, rescapé de Buchenwald, qui est nommé ministre de la Production industrielle. Marcel Paul va mettre en œuvre le programme du Conseil national de la résistance et poser les fondations d'EDF. Et ce programme a tout un volet économique, pas seulement, hein, il parle de la presse, il parle de tas de choses avec une grande ambition. Et sur le terrain économique, il dit plus jamais ça. Les intérêts particuliers doivent être subordonnés à l'intérêt général. Et c'est quelque chose de très important parce que cette idée-là, elle va orienter la politique économique française pendant quelques années. Dès son arrivée, Marcel Paul s'attelle à la tâche. Et après d'interminables négociations, il crée EDF le 8 avril 1946. Et donc on a créé le service public pour pouvoir distribuer l'énergie partout sur le territoire, pour la distribuer au même prix, c'est-à-dire qu'on soit au fin fond des Deux-Sèvres ou qu'on soit dans le 16e arrondissement de Paris, on paye le kilowattheure le même prix. Ça, c'est un choix politique. Dès les débats parlementaires, quand on a débattu sur la loi qui allait créer EDF, on avait déjà évidemment une droite des conservateurs qui essayait d'empêcher cette nationalisation ou qui essayait de la faire à minima. Alors les patrons du thermique sont fondamentalement hostiles à la nationalisation. Les patrons de l'hydroélectricité, par contre, sont davantage favorables à la nationalisation. Et d'ailleurs, c'est un des patrons de l'hydroélectricité que Marcel Paul va mettre à la tête d'EDF, Pierre Simon. Pierre Simon, ingénieur et résistant lui aussi, devient le premier président d'EDF. Avec Marcel Paul, il rédige les nouveaux statuts du personnel, le fameux statut des agents d'EDF. Toutes les compagnies d'électricité et de gaz avaient un statut du personnel qui avait été négocié avec les syndicats. Mais c'était complètement disparate. Dans les sociétés où les travailleurs s'étaient battus, ils avaient un très bon statut. Puis dans les petites sociétés où il n'y avait pas de syndicats, c'était affreux. Ils avaient rien du tout. Ils n'avaient ni congé, ni rien du tout. Et donc, l'idée de Marcel Paul, c'était de faire d'EDF une sorte d'exemple, non pas pour que les salariés se sentent des privilégiés, mais plutôt pour que les autres salariés des autres entreprises, finalement, réclament le même statut.
Chers collègues, je vous demande de ne jamais oublier que vous avez en charge un instrument fondamental de la vie du pays. Que votre dignité, comme l'intérêt national, vous font un devoir impérieux de continuer à défendre, sans jamais défaillir, le service public propriété de la nation contre les représentants du grand capital industriel et bancaire, dont le seul objectif est d'asservir encore plus le pays à leurs insatiables besoins de domination et de profit, de continuer avec le même courage à défendre votre légitime statut national, vos retraites, vos œuvres sociales. Anciens et nouveaux, actifs et inactifs, ces lignes s'adressent à chacune et à chacun de vous, avec une profonde conviction qu'ensemble, nous avons bien mérité et méritons toujours de cette patrie dont nous voudrions voir filles, fils et parents heureux. Tout parallèle avec ce qui s'est passé dans la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale est pas complètement fortuit. C'est-à-dire qu'en gros, on a un pays qui a souffert à un moment donné de l'occupation et des gens qui faisaient des affaires à ce moment-là, et le Conseil national de résistance a dit plus jamais ça. Et demain, on risque d'avoir une France qui meurt de soif. Il faut avoir le courage de le dire. Et donc, dans ce contexte-là, s'il y a un moyen de vendre l'eau plus cher parce que les gens ont plus soif, tout argent est bon à prendre. Donc on peut s'inquiéter de ça. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est dans quel camp vont basculer nos gouvernants? Est-ce qu'ils vont être plus proches de l'idéal de De Gaulle ou de celui de Pétain? Il y a un parallèle à faire avec 1946 et aujourd'hui. Il avait une situation qui était dramatique, ils en sortaient. Aujourd'hui, on nous pose une autre situation dramatique, qui est le changement climatique. Quelle solution on adopte? Marcel Paul a adopté une solution qui était une solution nationale, de souveraineté nationale. Eh bien nous, quelle solution on adopte avec cette transition énergétique? Et je pense qu'il est temps de dire, y compris à l'Europe, souveraineté nationale sur ce secteur. Certes, vous avez des dogmes de mise en concurrence, et bien nous on dit c'est souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on revient à quelque chose autour de la nation et on se dessine quelque chose autour de la nation. On va vers une situation très tendue. Si on regarde nos voisins espagnols, ils subissent une guerre de l'eau sévère, alors que leur aridité séculaire leur a permis de s'armer pourtant, et ils ont 6 fois plus de réserves d'eau que nous. On est 6 fois moins armés que nos amis espagnols. On se dirige vers une pénurie d'eau généralisée. La France va devoir arbitrer régulièrement et politiquement qui aura l'eau, entre un agriculteur, un industriel, un touriste, etc. Et c'est ce moment-là qu'on choisit pour ouvrir les barrages à la concurrence, c'est-à-dire pour laisser au privé le moyen de monnayer tout ce qu'on aura oublié. Et qui sait quels seront les usages dans 20 ans ou dans 30 ans? Par exemple, on ne savait pas dans les années 30 qu'on allait fabriquer des centrales nucléaires dans les années 70 et qu'il faudrait de l'eau pour les refroidir. On ne savait pas dans les années 20 qu'il y aurait le Front populaire en 36 qui nous donnerait les congés payés et que les gens choisiraient de faire du pédalo sur les lacs. Tout ça, on ne savait pas. Ça sera encore beaucoup plus intéressant dans l'avenir avec la transition énergétique où on va intégrer de plus en plus d'énergies solaires ou éoliennes qui sont des énergies qui varient dans le temps mais dont on ne contrôle pas la variation, puisqu'on ne décide pas quand il y a du soleil ou quand il y a du vent. Et donc pour compenser cette variation, il faut des énergies qu'on puisse bien piloter. Et là, l'hydraulique est donc essentielle. Donc la valeur de l'hydraulique sera vraiment décisive demain. C'est une des conditions de réussite de la transition énergétique. Et donc laisser cette ressource qui est essentielle à ce qu'on veut, à cette transition énergétique, aux mains d'acteurs privés avec tous les risques que ça entraîne, ça paraît délirant.